On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans 2 semaines, c'est le relais pour la vie pour la Société canadienne du cancer, mais ce vendredi, c'est le relais pour la vie jeunesse. Écoutez cette entrevue, ça vaut vraiment la peine. Mais d'abord, lui, il est l'athlète masculin de l'année décerné par le Fonds Claude Raymond. C'est le lanceur et frappeur des Pirates de Saint-Jean, François Lafrenière. Vous savez, à chaque année, on attend avec beaucoup d'émotion, évidemment, la nomination, si on peut dire, des athlètes masculins et féminines de l'année du côté du Fonds Claude Raymond. Bon, du côté des filles, encore une fois, c'est Aurélie Rivard qui a, disons, raflé les grands honneurs pour une 6e fois en 7 ans. Elle est d'ailleurs en entraînement du côté, certaines compétitions du côté du Colorado. Et du côté masculin, c'est un peu un nouveau venu pour nous, on vous le présente. Il s'agit de François Lafrenière, qui est joueur de baseball pour les Pirates de Saint-Jean. Bonsoir et bienvenue. Salut. Bon, explique-nous un peu comment c'est arrivé, cette présentation au Fonds Claude Raymond. Est-ce que quelqu'un t'en avait parlé? Est-ce que tu avais soumis ta candidature? Bref, comment ça fonctionne? En fait, moi, je suis un nouveau résident de la ville de Saint-Jean depuis 2 ans, donc j'imagine que ça faisait partie d'un peu des critères, mais c'est Claude qui m'a approché il y a quelques semaines avant que le gala se passe, puis il m'a annoncé qu'il me choisissait comme l'athlète de l'année pour le Fonds Claude Raymond. Puis moi, c'est vraiment, en étant, tu sais, je commence beaucoup à m'attacher à la région du Richelieu, là, puis j'étais vraiment, vraiment honoré là, d'avoir cet honneur-là par Claude, en connaissant un petit peu, puis en faisant quelques petites recherches à savoir c'était quoi exactement, puis me rendre compte à quel point c'était prestigieux. J'étais vraiment, vraiment honoré de ça. Bien, évidemment, Claude Raymond n'a plus besoin de présentation. On a reçu Claude des dizaines et des dizaines de fois dans les 30 dernières années. Je présume que dans la planète baseball, surtout au Québec, recevoir un appel de Claude Raymond en soi, c'est quand même intéressant. Et là, tu dis que tu es nouvellement citoyen de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et là, tu as probablement vu ou compris que le Fonds Claude Raymond, c'est quelque chose d'assez installé dans la région. Bien, vraiment. Là, puis surtout, le petit événement, là, de voir autant d'argent être distribué à des athlètes, puis de tout horizon, là, de tous les sports. Vraiment, il n'y a personne qui était oublié dans ce gala-là. Puis des montants, des 3, 4, 5, 600 $ à des athlètes. Je trouvais ça vraiment, vraiment impressionnant. Puis j'étais vraiment... Je suis tout nouveau ici, mais j'étais fier de voir autant de jeunes recevoir de l'argent comme ça. Là. Est-ce que Claude t'a expliqué pourquoi on t'avait choisi cette année? Bien, je veux dire, je sais que ma saison 2018, ça en avait été une bonne. Moi, ça reste que maintenant, le sport, c'est un complément dans ma vie. C'est plus le centre de ma vie comme ça l'a été quand j'étais un joueur professionnel. Là. C'est rendu que je fais ça pour le plaisir, malgré le fait que ce soit dans un excellent calibre, un calibre provincial de haut niveau. Mais je savais que j'avais une bonne saison. Je m'attendais pas à avoir aucun honneur de quoi que ce soit. Puis quand j'ai vu qu'on m'avait choisi, je veux dire... Puis en voyant les autres gens, il y avait un joueur de l'Impact qui était avec moi. Je sentir que j'avais été choisi parmi ces gens-là, j'étais fier de ça. Ouais. Quels sont les principaux faits saillants de ta saison 2018? Bien, à la base, moi, j'ai été lanceur professionnel dans l'organisation des Braves d'Atlanta. Fait que dans la Ligue senior au Québec, je suis un bon lanceur, puis j'ai une saison... ma saison régulière, j'ai pas perdu de match. J'ai fini avec une fiche de 8 victoires, aucune défaite. Puis, ça a été la première saison que j'ai joué aussi défensivement comme voltigeur. Puis, j'ai fini avec une des meilleures moyennes de la Ligue de 471. Puis, donc, tu es un bon frappeur aussi. Bien, apparemment. Là, je me suis découvert ça à 28 ans l'année passée, que j'étais capable de... Mais j'ai toujours été passionné. Puis, l'année passée, ça a cliqué un petit peu. Fait que j'ai juste eu du plaisir à jouer l'année passée. Puis, à essayer de faire de mon mieux, puis ça a fonctionné. Bon, là, tu dis, changement dans le sens où à partir de maintenant, le baseball devient plus comme un loisir dans ta vie, quelque chose de complémentaire. Est-ce que ça, c'est un choix qui devient déchirant à un certain moment? Parce que quand on est dans un sport, qu'on vise à devenir un jour professionnel dans ce sport, et on le sait, le baseball, c'est probablement, oui, plus difficile, je présume, au Canada, au Québec, que si tu étais né aux États-Unis. C'est difficile par la quantité de joueurs qu'il y a. Exact. Mettons, si on compare notre exemple classique, c'est avec le hockey, mais je veux pas, il y a des dizaines de milliers de joueurs de hockey, mais aux États-Unis, il y a des millions de joueurs de baseball. Fait que il y a autant d'équipes. C'est vraiment difficile de faire sa place. Puis oui, à un moment donné, moi, c'est arrivé à 25 ans que je voulais continuer à jouer au baseball, mais
que je voyais visiblement que je ne ferais pas une vie avec ça dans les ligues majeures ou quoi que ce soit, parce que vraiment, si on veut faire de l'argent puis vraiment vivre de ça, il faut que ce soit les ligues majeures. Puis ben, pour moi, j'ai décidé que j'allais continuer à jouer au baseball dans le meilleur calibre que je pouvais, mais en ayant une vie normale adulte québécois. Ouais. Bon. Comment es-tu tombé dans la soupe du baseball? Parce que, tu sais, moi j'ai 48 ans. Évidemment, quand j'étais jeune, c'était pas compliqué. L'hiver, on jouait au hockey, puis l'été, on jouait au baseball. Le soccer est arrivé vers la fin. Ça, c'est quand il y avait une équipe, là, tu sais. Puis alors qu'aujourd'hui, évidemment, les expos sont disparus du paysage. Fait que forcément, les jeunes sont moins exposés au baseball que moi à cet âge-là, plus au soccer ou même au football un peu. Comment toi, évidemment, tu es plus jeune que moi, comment as-tu été, disons, entraîné dans le baseball? J'ai eu... moi, je suis en 1990, fait que j'ai quand même connu quelques années des années de Vladimir Guerrero au baseball au Québec. Okay. Mon père était un joueur de balle molle toute sa vie. Il a joué jusqu'à temps que son corps lui a permis de jouer. Ouais. Mes parents étaient très sportifs. Puis oui, moi, encore, j'ai grandi à La Gardeur sur la Rive-Nord. Puis ça a vraiment été... c'était hockey l'hiver, baseball l'été. Puis j'ai vécu le difficile départ des expos dans mon adolescence. J'ai pas été chanceux. Là. Puis j'étais un petit peu jaloux quasiment de voir que le baseball va peut-être revenir, mais je vais l'avoir manqué de mon adolescence. Mais j'ai quand même toujours, moi, ça a toujours été, j'ai vraiment toujours adoré le jeu de baseball, toujours adoré le lancer au baseball. Mais à quel moment on se rend compte qu'on a le talent pour aller plus loin? Parce que, bon, jouer dans une ligue, dans sa ville, c'est une chose, là, quand on est jeune ou adolescent. Mais à quel moment on se dit, oups, là, le gars a peut-être un talent pour aller un peu plus loin? Là. Mais en toute honnêteté, aujourd'hui, je suis assez grand, je suis assez gros, mais quand j'étais jeune, j'ai toujours été un joueur moyen plus. J'ai jamais été un joueur vedette dans aucune de mes équipes, en fait, à vie jusqu'à très tard. Là. Mais à un moment donné, bon, on fait une équipe régionale, puis on se débrouille bien. Puis on fait une équipe provinciale, puis on se débrouille encore bien, puis là, on grandit, on grossit. C'est quand j'ai touché 90 000 à l'heure avec ma balle rapide à 18 ans que là, j'ai commencé vraiment à y croire. Là, j'ai été invité avec l'équipe nationale junior au championnat mondial. Puis c'est là que, c'est vraiment, tu sais, j'ai jamais voulu vraiment voir plus loin, voir trop loin, mais c'est là, à ce moment-là, que là, j'affronte vraiment de l'élite mondiale. Puis là, je suis capable de compétitionner, puis je tiens mon bout. Fait que c'est là que j'ai vu que j'avais peut-être une chance de faire quelque chose avec ça. Mais au Québec, là, dans le monde du baseball, bon, oui, il y a du professionnel à Ottawa, à Québec, puis à Trois-Rivières. Ça, est-ce que c'est comme le maximum professionnel qu'on peut atteindre au Québec? Au Québec, directement, oui. Mais le cheminement là, typique pour un joueur qui va, mettons, un Russell Martin ou un Éric Gagné qui ont joué dans les ligues majeures, là, ça a été... ils ont fait des équipes du Québec jusqu'à environ 18-19 ans. Après, c'est collège américain, où c'est le niveau. Tu vas poursuivre ton université aux États-Unis. Puis si à ce moment-là, tu es bon contre de l'excellente compétition, là, tu vas te faire repêcher. Okay. Par la suite, tu vas tomber dans le baseball. Mais tu as dit tantôt en introduction que tu as été pendant un certain temps dans l'organisation des Braves d'Atlanta. Ouais. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre 18 et 25 ans? Bien, moi, c'est ça. J'ai fait l'équipe nationale. Par la suite, j'ai eu la chance d'aller dans un collège américain à Saint Petersburg, en Floride. Puis j'ai passé une saison là. Dans le fond, j'ai eu une opportunité, en étant repêché par les Braves, d'abandonner mon école pour tomber directement dans le baseball professionnel, ce que j'ai choisi de faire à 20 ans. Puis d'essayer de me rendre à partir de 20 ans dans les ligues majeures. C'est toujours un long chemin, même pour les choix de première ronde, pour les hauts espoirs au baseball. Puis c'est ça, j'ai jusqu'en 2014, dans le fond, qui était ma dernière saison. Donc, tu as joué combien d'années? J'ai joué des bouts, en fait, 4 saisons complètes avec Atlanta, puis j'ai terminé une dernière saison professionnelle, mais ça, c'était à Trois-Rivières dans les Canales. OK. Mais du côté, dans le fond, de l'organisation d'Atlanta, tu étais basé à Saint-Pétersbourg, c'est ça? En fait, non, ça, c'était avec mon université. Par la suite, avec les Braves, là, j'ai traîné mon sac à dos. Je me suis promené dans la plupart des États du Sud-Est, là, la Virginie, la Georgie. Mais ton club d'attache, il était où? J'ai joué pour plusieurs clubs, différents clubs écoles avec les Braves. Un à Orlando, un à Danville en Virginie, à Rome en Georgie. Okay. Wow. Je me suis promené. J'ai fait de l'autobus beaucoup. Tu as fait la ronde de lait, comme on dit. Je connais très bien le sud-est des États-Unis à cette heure-là. Comment c'est vivre et travailler aux États-Unis ou jouer au baseball
pendant 4-5 ans de ta vie, entre 20 et 24-25 ans. Là. C'est spécial, c'est une différente culture. Oui, c'est l'anglais. Au début, le premier défi, c'est quand je suis arrivé à l'école d'apprendre l'anglais. J'étais avec mon meilleur ami, Kevin Tremblay, un joueur des Pirates aussi. On restait ensemble. Ça a rendu ça un petit peu plus facile, mais quand même, il y a une différence d'écouter une émission de télé en anglais puis d'avoir des notes puis de passer des cours aux États-Unis en anglais. Et qu'est-ce qui fait qu'à 24-25 ans, l'aventure s'est terminée de ce côté-là? C'est un choix personnel? Oui, bien, c'est un peu, je veux dire, ça faisait déjà quelques années que j'étais dans le système. Je voyais des joueurs tranquillement, moi je plafonnais un petit peu. Je voyais des joueurs un peu plus jeunes qui me dépassaient tranquillement pas vite. Je veux dire, je commençais à voir un peu les limites. Tu sais, c'est pas pour pas avoir essayé, je veux dire, mais je voyais un peu les limites de mon talent pour vraiment me rendre dans la Ligue majeure. Je trouvais pas que ça m'enlevait rien personnellement. C'était vraiment juste que, maintenant, lancer dans la Ligue majeure, c'est... Mais des Québécois comme toi qui se rendent là où tu as été, est-ce qu'il y en a quand même un peu dans une année? Il y en a toujours activement. Mon partenaire d'entraînement, quand je revenais l'hiver au Québec, Jason Terrien, il a joué quelques matchs. Il a passé quelques semaines dans la Ligue majeure avant de se blesser. Mais non, il y a toujours 4-5 joueurs professionnels à peu près en même temps. Il y en a un qui sort, il y en a un nouveau qui rentre, des Québécois. Dans Et là, donc, quand tu as pris cette difficile décision-là de dire, bon, il faut que je sois réaliste, je commence à plafonner, il y en a qui me passent devant, il faut peut-être que je comprenne le message que, bon, l'avenir ne se jouera pas ici. Et là, tu as pris la décision, donc, de t'en revenir au Québec, c'est ça? C'est ça. Là, je suis allé... je savais que j'étais encore en bonne forme physique. Puis, il y avait l'équipe de Trois-Rivières qui était fraîchement arrivée dans le circuit de la Ligue Can-Am. Puis moi, j'ai de la famille qui vient de la Mauricie. Puis je me suis dit, bon, tant qu'elle est en forme, je pourrais passer une dernière saison. Moi, mes proches ne m'avaient pratiquement jamais vu jouer professionnel, à part mes 2 parents. Fait que là, ma famille pouvait venir me voir jouer devant quelques milliers de personnes à Trois-Rivières. Fait que ça a été une belle expérience pour tout le monde. Et là, finalement, tu es revenu chez les Pirates. Exactement. C'est quoi le calibre des Pirates? Pirates, il y a 9 équipes dans la Ligue. Toutes les équipes ont d'anciens joueurs qui ont des CV comme le mien, qui ont des années professionnelles, des années universitaires américains. Amateur, c'est la meilleure ligue au Québec. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le calibre est bon. Là. Il y a des gars comme toi, comme tu dis. Il y a des gars qui lancent à 90 000 à l'heure dans la Ligue baseball majeure. Et de toi, avec les Pirates, est-ce que tu lances encore? Oui, je lance une 10-12 de parties par été, puis je joue à une position. Pour te permettre de frapper. Exactement. Pour avoir les deux côtés. Exactement. Puis là, ça tu te situes comment dans cette ligue-là, à peu près? Là? Bien, je veux dire... Tu peux te vanter un peu, là. Non, mais c'est pas se vanter, mais au Montica, je vais dire que moi, je suis le meilleur. Je pense que je suis le meilleur. Tu es le meilleur lanceur de la ligue? Je pense que oui. Il y en a d'autres que... Mais je veux dire, c'est un bon débat. Puis dans les frappeurs? Dans les frappeurs, ça j'aime mieux moins m'avancer. Il y a peut-être un petit peu de chance de débutant. Ça reste à voir à chaque année. Je n'ai pas prouvé ça pendant quelques années encore, mais je me considère le meilleur lanceur. Quand je suis en forme, je gagne. C'est comme ça que ça fonctionne. Bien, François Lafrenière, merci beaucoup. Félicitations encore une fois. Puis même si peut-être le baseball devient plus un loisir dans ta vie qu'un travail à temps plein, je pense que ça nous donne le goût parce que moi, souvent, je m'ennuie un peu du baseball. J'aimais regarder le baseball à la télé ou y aller une fois de temps en temps au Stade olympique. Qui sait, ça reviendra peut-être. Mais de savoir que c'est dans notre région ici, bien, je trouve ça intéressant d'avoir cette discussion-là parce que peut-être que ça va me donner le goût d'aller voir quelques parties c'est beau, bon, pas cher. Puis quand il fait beau l'été, là, un petit hot dog, une petite consommation, c'est un beau spectacle. C'est vraiment un beau spectacle. Bien, merci et félicitations encore une fois. Merci beaucoup. Restez avec nous puisqu'au retour, on vous parle du relais pour la vie. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici François Trépanier. Cette semaine à Sport Express, on parle de la compétition amicale d'athlètes de force Louis Cyr qui aura lieu très bientôt. Et en deuxième partie, Dave Turcotte pour le relais pour la vie. Soyez-y.
dimanche 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Parlons de la Société canadienne du cancer dans la région ici de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a plusieurs événements dans une année, mais principalement, oui, le Relais pour la vie qui se tient, ça sera d'ailleurs la 15e édition, le vendredi 7 juin. Mais la semaine qui précède, donc vendredi qui vient, le 31 mai, ça sera cette fois le Relais pour la vie jeunesse. Deux invités pour en parler. D'abord, le président d'honneur du Relais pour la vie de cette année, qui est Dave Turcotte. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Camille Pelletier, qui est l'une des fondatrices donc, de ce Relais pour la vie jeunesse. Bonsoir. Et bienvenue. Bon, tout d'abord, donc, Dave, c'est important parce que, bon, 15e édition, c'est fort bientôt, le Relais pour la vie. Le 7 juin. Le 7 juin, et évidemment, on est dans les derniers, disons, préparatifs. Comment se porte l'organisation à ce jour? Mais ça se passe bien. Tout d'abord, pour clarifier, parce que c'est quand même une première, en tout cas, ça fait très longtemps que ça n'a pas lieu, nous allons avoir 2 relais pour la vie, au fond, à Saint-Jean. Il y aura le relais pour la vie jeunesse le 31 mai et le relais pour la vie qu'on appelle communautaire, donc que toute la population est invitée le 7 juin. Fait que je voulais le préciser, là, on est 2 comités séparés, tout ça, mais on s'unit pour la même cause. C'est la même cause. Exactement. Fait que l'argent va à la même cause. Fait que si les gens sont sollicités par un ou d'autres des équipes, là, c'est à la même cause. place. Nous, la particularité, c'est la 15e édition du Relais pour la vie communautaire à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, c'est un défi pour être à la hauteur des attentes des gens pour la 15e édition. Et on a aussi un enjeu que, bon, je vous en avais déjà parlé lorsqu'on s'est rencontrés, l'enjeu des travaux au Colisée Isabelle Brassard. Oui, c'est vrai. Donc là, on est en négociation, pas en négociation, mais en discussion avec la Ville, à savoir, jusqu'à maintenant, nous n'aurons pas accès au Colisée, donc nécessite chapiteaux, infrastructures à l'extérieur, toilettes, etc., l'électricité, transporter l'eau, etc. Donc vous êtes là-dedans, là. On est là-dedans, mais bon, on ne sait toujours pas. Peut-être qu'il va y avoir des changements, mais on est là-dedans en ce moment-là. Bon. De quelle façon avez-vous été informé qu'un relais pour la vie jeunesse était en préparation? Comment c'est venu aux oreilles du comité du Relais pour la vie? On a des agentes de développement, des agentes, là, au fond, des agents de liaison, si on peut dire, là, qui travaillent à la Société canadienne du cancer. D'ailleurs, c'est les seuls employés qui s'occupent de ça parce que les frais là, administratifs sont très bas. C'est 10 seulement de ce qu'on amasse là, qui va en frais administratifs. Donc, au fond, c'est l'agente qui s'occupait des relais pour la vie jeunesse qui a parlé avec notre agente à nous, puis ils se sont parlé. Puis on a vu aussi sur les médias sociaux qu'il y avait ça. Et nous, ça fait longtemps qu'on avait dit, bien, ça serait bien d'avoir un relais pour la vie jeunesse parce que c'est difficile pour nous là, de recruter, de renouveler, c'est sûr. etc. Puis c'est bien aussi de voir que des jeunes, puis c'est une équipe très dynamique. Puis ça, j'aimerais ça le mentionner parce que j'ai eu l'occasion de les rencontrer à 2 ou 3 reprises. Ils sont une vingtaine de jeunes qui se sont mobilisés ensemble pour cette cause-là, sans aucune contrainte, mais moi, je leur lève mon chapeau parce qu'ils organisent ça de A à Z. C'est tous les jeunes avec quelques personnes de l'école. Là. Félicitations à eux. Bon, alors, Camille, explique-nous un peu comment le projet a pris naissance. En fait, moi et les filles de secondaire 5, on est allés au salon des métiers. Oui. Et il y avait un kiosque avec la Société canadienne du cancer qui nous montrait, dans le fond, les dépliants pour le relais pour la vie, comment organiser pour les jeunesses, puis tout. Les filles savaient que j'étais intéressée à le faire, puis elles aussi, de leur côté, voulaient organiser le relais pour la vie. Donc, à l'école, ils ont décidé de m'approcher pour être leur ambassadrice, puisque j'ai eu un cancer, une leucémie myéloïde aiguë. Donc, bon, d'ailleurs, on voit que tu arbores le T-shirt jaune de survivante. Bon, cet épisode de cancer, pour toi, ça fait longtemps ou c'est récent? Je suis en rémission depuis 2 ans, après une greffe de moelle osseuse de ma grande sœur. OK. Donc, visiblement, ça a bien été, tout s'est bien passé. Comment as-tu vécu cet épisode-là? Parce que là, tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 16 ans. 16 ans, donc tout ça s'est passé quand tu avais quoi, 10-12 ans à peu près? 13 ans, oui. 13 ans. Donc, comment as-tu vécu cet épisode-là dans ta vie? C'est sûr que ça a été très difficile. J'ai eu 6 mois passé à l'hôpital, chimiothérapie, etc. Mais je pense que ça m'a fait vraiment vieillir, ça m'a fait maturer. Mais ça m'a fait voir aussi que la vie, c'est vraiment fragile. Puis moi, justement, c'est vraiment pas une leucémie génétique. C'est vraiment une cellule, une malchance, une cellule qui s'est mal développée, qui s'est mise à se multiplier. Fait que c'est là qu'on voit que la vie
c'est fragile, puis ça peut tomber sur la tête de n'importe qui. Et là, la greffe avec ta sœur a bien été. Oui. Elle était Et donc- 100 combative, alors que mon frère ne l'était pas. Et là, dans le fond, ce que je comprends, c'est que tes amis, tes collègues de classe à l'école ont comme vu cet événement-là, t'ont vu rapidement comme étant un peu l'ambassadrice Ouais. de tout ça. Donc, on t'a présenté le projet et là, tu as dit, ben oui, c'est une bonne Ouais. idée, on va de l'avant. Oui. Oui. Parce que j'ai perdu beaucoup d'amis aussi du cancer que j'ai connus, des adolescents. Fait que j'ai décidé que c'était assez, là, que je voulais vraiment... Mais en même temps, tu es le symbole vivant que les argents recueillis dans les dernières années ont fait évoluer la science. Oui. Ben, moi, c'est vraiment un traitement de recherche qui m'a sauvé la vie. C'est clair, Ouais. parce que le même cancer, si te serait arrivé il y a 10-20 ans, tu serais peut-être plus là pour en parler. Juste le 5 ans. T'imagines? Oui. Mais ça, c'est incroyable parce que souvent, quand on le dit, tu sais, ces organismes-là, là, le Relais pour la vie, tout ça, puis on le sait, là, une personne sur deux va être atteinte du cancer dans nos familles, hein, on le sait. Bon, il y a du monde d'atteint. Mais l'argent, oui, l'argent sert à donner des services aux personnes atteintes et à leurs familles, mais sert également à la recherche. Oui. Et ça, toi, tu en es pleinement consciente, là. Oui, oui. Ouais, mais c'est vraiment pour ça que... C'est vraiment, comme je vous dis, j'ai vraiment embarqué sur un protocole de recherche qui s'appelle le sorafenib, qui a servi à éliminer un mauvais gène, moi, pour empêcher la récidive, dans le fond. Ouais. Moi, c'est vraiment... Donc, Vous savez, oui, dans Dave? les 15 dernières années, la communauté de Saint-Jean, uniquement avec le Relais pour la vie, a amassé près de 3 millions de dollars. Ouais. Puis lorsqu'on s'est vu la dernière fois, j'avais dit, bien, on remercie les gens qui ont donné dans les 15 dernières années parce que l'argent sert toujours. Puis là, on a un Tout à fait. exemple. Là. C'est comme quoi qu'un don, si banal que soit, d'un 5 un 10 un 20 bien, peut faire toute la différence. Puis dans ce cas-ci, bien, on a sauvé une vie. Puis c'est ça qui est important. Puis c'est la meilleure façon d'aider les personnes qui luttent contre le cancer ou les prochaines personnes, c'est en étant généreux et en donnant maintenant pour que la science, la recherche puisse avancer. Comme le disait Dave en début d'entrevue, il y a le Relais pour la vie le 7 juin, comme d'habitude, mais la semaine avant, donc vendredi le 31 mai, à l'école Joséphine d'Endurant à Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est le Relais pour la vie jeunesse. Donc, comment ça va fonctionner à l'occasion de cette journée? Bien, les gens vont se présenter vers 5 heures, ils vont avoir les cérémonies d'ouverture, etc. Puis le Relais pour la vie, la marche va vraiment commencer vers 6 heures. Et là, vous allez Ça marcher... se termine vas-y. jusqu'à minuit. Oui, Eux, ils ne font pas toute la nuit. Non, OK, donc pas de 12 heures, 17 6 h à heures. minuit, c'est ça? Oui. OK. Et là, pourquoi vous allez marcher dans le pourtour de l'école? Ouais. ou, Oui, ça va être c'est ça, autour de l'école, sur le trottoir, il va y avoir... Là, c'est une première édition. Là, vous visez à Ouais. peu près combien de participants? 200, Quand 250. même. Oui. Quand même. Des gens principalement qui fréquentent l'école, des gens de votre âge? Oui, des jeunes? élèves, pas juste des jeunes, non, il y a vraiment des gens, n'importe qui, là, peut venir au Relais. OK, donc, des adultes également peuvent Ouais. accompagner les Ouais. personnes. Là. Bon, et au-delà de la marche là, qui va durer là, un 6-7 heures, qu'est-ce qu'on prévoit durant cette soirée-là comme activité particulière? On va avoir du Zumba. On prévoit aussi un tirage. On est allé chercher beaucoup de commanditaires pour ça. Elle est modeste, mais Camille a ramassé beaucoup. Là. L'équipe est extraordinaire, mais Camille a fait un bon travail, il faut le dire. Oui, effectivement. On pense ramasser combien ou c'est quoi l'objectif que vous 15 vous 000 êtes fixé? 15 000 Oui. On est rendu vers 6 000 en ce de moment. ramasser. Ouais. Donc là, il vous reste encore quelques jours avant l'édition de vendredi, le 31 mai. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire entre-temps? Est-ce que les gens peuvent encore s'inscrire? Comment Oui, ça fonctionne? les gens peuvent encore s'inscrire et donner des dons. Ils peuvent s'inscrire en ligne sur le Relais pour la vie jeunesse de Joséphine Endurant. Bon, c'est inspirant. Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'on voit que, tu sais, c'est ça. C'est, au fond, c'est des jeunes qui se sont mobilisés. Bon, parce que bon, il y en a un certain nombre qui connaissaient Camille, ce qu'elle avait vécu, etc. Mais c'est de voir que la dernière fois, vous m'avez posé la question, bon, qu'est-ce qu'on fait pour attirer les jeunes ou pour avoir de la relève? Mais c'est une belle expérience. Probablement, c'est une belle expérience sur le plan personnel pour eux, parce qu'ils voient c'est quoi l'organisation d'un relais, de connaître c'est quoi le relais, de faire connaître le Relais pour la vie auprès des autres étudiants de l'école. J'ai fait quelques fois là, la visite à l'école, puis j'ai vu partout les affiches, etc. Le personnel de l'école est mobilisé, les autres élèves. C'est quand même une vingtaine d'élèves, là, puis
qui sont très, très, très impliqués, puis qui veulent, ça va réussir, ça va bien réussir. Moi, je suis sûr qu'ils vont atteindre leur objectif. Et là, de voir toute l'énergie que ça amène, parce que, bon, de notre côté, nous, du relais pour la vie communautaire, qu'on regarde ça, puis j'ai eu une rencontre, peut-être le lendemain de la rencontre, qu'on a pris une photo de tout le monde, puis j'ai amené ça à notre comité, puis les gens du comité ils disaient « Wow, ça nous a redonné une énergie, puis plein d'idées que nous, on s'est dit, bon, on pourrait faire. » Puis en faisant, au fond, les 2 relais, on ne s'était pas parlé, mais au fond, les 2 relais sont à une semaine d'intervalle. Fait qu'on s'est dit, bien, pourquoi vu que c'est la même cause, pourquoi on n'unit pas, au fond, notre visibilité, le rayonnement de nos 2 relais? Chacun a un mandat. Eux, c'est sûr que c'est les jeunes qui l'organisent, etc., nous aussi. Mais de faire, au fond, pendant toute la semaine, une semaine vraiment de célébration de la vie. Le thème maintenant de la Société canadienne du cancer est « La vie est plus grande que le cancer ». Mais comment on peut justement montrer aux gens qu'on peut faire la différence en participant à un relais le 31 mai ou à celui du 7 juin, ou en parler sur les médias sociaux, faire des témoignages, etc. Là, tu es rendu en quelle année? En secondaire 4. Secondaire 4. Et là, la santé est bonne? Oui. On va ramasser beaucoup de sous pour le relais pour la vie jeunesse. Et là, avez-vous déjà pour idée d'en faire un autre l'an prochain? Oui, j'ai une petite idée, là, oui. Impression que oui. Donc, vendredi 31 mai, donc ce vendredi, École Joséphine d'Endurant de 17h à minuit, relais pour la vie jeunesse, première édition. Et la semaine suivante, vendredi, le 7 juin, au complexe sportif Claude Raymond, la 15e édition du relais pour la vie. Donc, à vous 2, merci beaucoup, puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Du 1er au 7 juin, c'est la semaine des handicapés au Québec. Puis ici, à Saint-Jean, le transport urbain sera gratuit pour les personnes qui, normalement, sont membres du transport adapté. Donc, vous pouvez vous renseigner, bien sûr, sur le site Internet de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. À demain! Bye-bye!